Bonsoir Lyon, Alger Droit-Paul. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Bernard Blaiseau, j'ai 57 ans et je vis à Limoges. Je vous présente Louis, c'est mon fils, et je vais essayer de vous expliquer ce soir pourquoi sa présence sur la scène est indispensable. Elle est non seulement indispensable sur la scène, mais elle va devenir indispensable dans notre quotidien. Et je vais aussi vous parler de mon expérience, l'expérience d'un entrepreneur qui est arrivé à Limoges, qui n'était rien et qui ne faisait rien. Et puis aujourd'hui, je m'épanouis dans mon métier. Voilà. Donc je suis d'origine vendéenne. Après des études courtes et laborieuses, j'ai passé un BEP de jardin espace vert. Donc en gros, je suis jardinier. J'ai pris la route rapidement, et la bohème aussi. Et pendant quelques années, j'ai découvert la vie comme les intermittents du spectacle un petit peu, mais j'ai surtout découvert la vie itinérante d'un ouvrier forestier. Et puis un hiver, peut-être un hiver plus rude que les autres, je suis rentré dans un atelier de confection, dans le sud de l'Aveyron. Et dans cet atelier, qui fabriquait des blue jeans pour Lee Cooper, j'ai commencé à apprendre à couper du tissu et surtout, j'ai découvert la couture. Quelques années plus tard, en 1989, en octobre 1989 exactement, j'ai découvert Limoges. Je suis venu répondre à une annonce, l'annonce d'une grande manufacture de confection qui s'appelait Vêt France. Cette manufacture, qui détenait un savoir artisanal, en quelques dizaines d'années, est devenue un fleuron de l'industrie textile française. À cette époque, plus de 1000 personnes y travaillaient et il en sortait tous les jours environ 2500 vestes et 3000 pantalons. Dans cette entreprise, j'ai appris à devenir tailleur. J'ai appris avec des artisans du monde entier. Je salue d'ailleurs à ce sujet un monsieur qui s'appelle Augusto, qui était d'origine italienne et qui a eu bien de la patience de m'apprendre ce métier. Mais comme je le disais, effectivement, ces gens venaient du monde entier et c'est une des caractéristiques de Limoges que j'ai découvert à Limoges. Bien sûr, à Limoges, comme l'a expliqué Carlos, il y a des gens qui sont originaires d'ici. Mais comme je vous vois ce soir dans cette salle, il y a cette population est constituée d'innombrables personnes qui viennent des quatre points cardinaux. Limoges a toujours été une terre de passage et que ce soit les chemins de pèlerinage ou le commerce, il y a toujours des gens qui sont passés à Limoges. Dans les années 90, l'industrie du textile a été durement touchée par la délocalisation et il a fallu se poser des questions. Toutes ces grandes manufactures ont déposé le bilan et il a fallu se recycler. Il y a plein de gens qui ont été au chômage et je me suis lancé dans un pari fou. C'est que plutôt que de changer de métier, puisque je savais coudre et je ne faisais pas trop mal, j'ai d'acheter un atelier de confection. Je vais pas vous dire que ça a été simple, hein. Dans un premier temps, je suis allé voir les banquiers et les banquiers n'étaient pas ravis de me voir arriver avec mon projet, alors que dans le Limousin, il y avait des milliers de personnes qui perdaient leur emploi dans le Limousin. Mais néanmoins, comme on vient de vous l'expliquer, quand on a un rêve, on ne le lâche pas. J'ai découvert un atelier qui s'appelait C2000, qui appartenait à Marc Denis. Il avait été créé par un monsieur qui s'appelait Monsieur Blanchard. Et pour rien vous cacher, au début, quand je l'ai visité, j'étais pas totalement sûr de mon coup. Moi, je venais d'une grande manufacture de plus de 1000 personnes. Et ce petit atelier de 32 personnes, c'était très, très artisanal. On cousait les boutons à la main, c'était quand même quelque chose. Mais finalement, j'y ai travaillé pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, j'ai acquis la certitude que ce serait mon atelier, que je remuerais ciel et terre pour pouvoir l'acquérir et pouvoir m'épanouir dans cet atelier. Dans cet atelier, qu'est-ce que j'ai découvert qui m'a rendu fou amoureux de cette confection? C'est le flou. Il y avait une équipe formidable de couturières
qui pratiquaient le flou. Alors, je ne vais pas vous faire un grand cours magistral sur le flou ce soir, ça serait un petit peu compliqué. Mais si jamais je voulais utiliser un raccourci, je pourrais vous dire, et dans l'esprit d'un homme, vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter, le flou, c'est l'art d'enrubanner une femme dans du tissu. Et cette technique, elle est extrêmement employée aujourd'hui encore dans toutes les maisons de couture. Les maisons de couture avec lesquelles nous travaillons à Paris, puisque nous travaillons principalement avec des maisons de couture parisiennes, utilisent le flou. C'est un département. Dans la couture, à Paris, on ne mélange pas tous ces métiers. Il y a des gens qui travaillent dans le cuir, il y a des gens qui travaillent dans la maille, des gens qui travaillent dans le chêne et trame, et c'est toute petite famille. Elle sert à faire souvent les dernières robes du défilé, les 12 dernières robes. En réalité, ce sont les robes les plus prestigieuses. Et aujourd'hui, cet atelier, dont j'ai la responsabilité, ne travaille que pour 3 rues principales à Paris, c'est-à-dire l'avenue Montaigne, la rue François Ier et le faubourg Saint-Honoré. C'est vraiment une chance. On travaille avec toutes les marques que vous connaissez, toutes les marques qui vous viennent à l'esprit, et on réalise cette technique du flou. Et on peut dire avec une grande fierté, vous l'avez vu dans le film précédent, toutes ces marques de luxe viennent chercher à Limoges ce savoir-faire dans la confection, dans le cuir ou dans la bijouterie. Et c'est vraiment, ils deviennent, je peux vous assurer, malgré que le Limousin soit une terre verdoyante, ce n'est pas pour sa verdure qu'ils viennent ici, c'est vraiment pour ce savoir-faire. Donc quotidiennement, quand mon téléphone sonne, c'est une de ces rues qui m'appelle et qui me demande de réaliser des robes de prestige. Alors on travaille principalement sur du prêt-à-porter. Et les maisons avec lesquelles nous travaillons en ce moment, juste pour comme ça vous éclairer un petit peu, c'est la maison Dior, la maison Hermès, la maison Chloé et la maison Lanvin. Je suis très fier de cet atelier. Il y a un vrai savoir-faire. Il est constitué en majorité de couturières. Nous sommes 5 hommes. Et en quelques années, quand je l'ai repris en 2004, la moyenne d'âge était de plus de 56 ans. Aujourd'hui, je suis très fier de vous annoncer que la moyenne d'âge chez ces 2000 est de moins de 40 ans. Donc, je peux apporter la certitude que l'on peut former des jeunes sans que ça altère la qualité de notre travail, puisque nous n'avons perdu aucun client. Aujourd'hui, ces grandes maisons de luxe, bien sûr, viennent chercher ce savoir-faire à Limoges, mais sont comme pas mal de pans de l'économie. Pour moi, le luxe, c'est un pan de l'économie, au même titre que l'agroalimentaire, la pharmacie ou l'aviation. Mais toute cette partie digitale dont on vient de vous parler, toute cette révolution qui est en train de se passer, elle se passe aussi dans les maisons de couture. Et je peux vous assurer que les doutes des entrepreneurs du Limousin, ils existent aussi à Paris, chez ces grands entrepreneurs, qu'on s'appelle Bernard Arnault ou Bernard Blaiseau, on doute. Cette nouvelle économie, on ne sait pas du tout où est-ce qu'elle va nous amener et on ne sait pas du tout quelle forme elle va prendre. Vous imaginez bien qu'il y a encore quelques années, la maison Louis Vuitton ne pensait pas certainement avoir une page Facebook et un profil Instagram. Aujourd'hui, c'est totalement indispensable. La clientèle change, les habitudes d'achat changent, et dans ces maisons de couture, ça provoque des vrais séismes. Mais le luxe a pris, je dirais, le taureau par les cornes et a décidé que plutôt que de subir ces changements, a décidé de les accompagner. Et donc, nous, tous les jours, on est témoins de ce changement à l'intérieur de nos ateliers, de ces changements importants qui vont avoir lieu et qui ont déjà commencé. Now, c'est maintenant. Le futur, il est déjà là. Tous les jours, au quotidien, on le rencontre dans nos ateliers. Ça change, il faut changer ses habitudes et il faut le transformer. Dans ces ateliers,
il a fallu, comme je vous l'ai expliqué, rajeunir un peu le personnel et transmettre le savoir. Mais cette transmission, elle ne se met pas en place comme ça du jour au lendemain. Il faut qu'elle soit planifiée. C'est-à-dire que quand on est chef d'entreprise, on ne se lève pas un matin en disant « Tiens, je vais descendre chez Pôle emploi et puis je vais embaucher ». Ça ne marche pas exactement comme ça. D'abord, dans un premier temps, quand j'ai voulu embaucher et quand j'ai voulu renouveler le personnel, ça ne marchait pas du tout. Et il m'a fallu travailler. Je me suis fait aider par des consultants extérieurs. On a mis un protocole en place. Et ce protocole, il consiste à travailler. Alors, on prend à peu près 20 stagiaires par an. Donc, ça veut dire que tous les mois, on travaille 10 mois dans l'année. Tous les mois, on a à peu près 2 stagiaires. Que ce soit des stagiaires de 3e ou de 4e, pour éclairer, pour inciter à alimenter les filières et que l'on envoie dans les lycées techniques préparer des CAP, des bacs pro, des BTS ou des licences. Puis après, une fois qu'ils sont dans ces filières, nous les reprenons en stage pour environ 1 mois et là, nous leur apprenons le métier. Et grâce à ça, petit à petit, nous arrivons à rajeunir notre population. Mais au-delà de ça, et c'est pour ça que Louis est là ce soir, je voulais vous expliquer quelque chose qui est sans précédent. Dans les métiers artisanaux, la transmission se fait historiquement toujours dans le même sens. C'est l'ancien qui apprend aux jeunes. Quelquefois même c'est lourd, puisque les anciens qui ne sont pas très pédagogues écrasent un peu de leur suffisance les plus jeunes en leur disant « tu verras ». Tu vas travailler beaucoup, tu vas transpirer beaucoup et dans quelques années, peut-être tu seras peut-être aussi fort que moi. Eh bien, cette nouvelle économie, cette économie digitale, cette économie numérique, elle est en train de chambouler les cartes. Et aujourd'hui, à 57 ans, moi je vous dis, les jeunes, nous avons besoin de vous. Parce que cette numérisation, nous pensions qu'elle allait toucher que la communication, le commerce, avec les sites internet et ses pages Facebook ou ses comptes Instagram. Mais pas du tout. Elles descendent dans nos ateliers et au quotidien, nous les rencontrons. Mais c'est plus du tout comme autrefois. Autrefois, quand on parlait de numérisation, on faisait rentrer une licence avec, je ne sais pas, Excel, on suivait une formation à la chambre de commerce et puis le tour était joué. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des logiciels que nous faisons rentrer dans nos entreprises, ce sont des applications. Vous en avez tous sur les smartphones. Et vous vous en servez quotidiennement et vous n'avez pas suivi de formation parce qu'elles sont intuitives. Mais elles sont intuitives pour les gens qui sont nés avec les applications. Pour les gens comme moi, je dois reconnaître que quelquefois, c'est loin d'être intuitif. Et quelquefois, il faut m'expliquer longtemps pour que je comprenne un peu. Et donc, c'est pour ça que je pense que l'avenir de nos entreprises passe par l'intégration de ces jeunes qui vont petit à petit venir rajeunir nos entreprises, faire rentrer ce côté digital et qui vont nous permettre de gagner. Tout à l'heure, M. Van der Broek, on parlait de la nouvelle région. Et c'est vrai que quelquefois, peut-être on a été trop bien habitués autrefois avec la région du Limousin. C'est-à-dire les entrepreneurs, quand on demandait quelque chose, eh bien on nous répondait. Maintenant, il me semble qu'il y a des problèmes d'audition avec la ville de Bordeaux. Cette ville un peu éloignée, où quelquefois on a du mal à se faire entendre. Et je pense que c'est le moment, aujourd'hui, comme le montre cette corde, de se rassembler, comme on le fait ce soir, de se regrouper. Pour certains d'entre vous, vous le savez peut-être, j'ai pris l'initiative de prendre la tête et la présidence de cette association qui s'appelle Luxe et Excellence, mais on peut en créer bien d'autres. Et parmi tous ces regroupements, qu'ils servent à créer cette route rapide qui va aller sur Bordeaux, qui va aller sur Poitiers, pardon, ou qu'elle soit à l'initiative de bien d'autres projets, comme l'expliquait Carlo, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit se mettre ensemble. C'est maintenant que les plus anciens doivent aller chercher les plus jeunes. C'est maintenant que le numérique doit travailler avec l'artisanal. C'est tout de suite. Il faut se mettre en route. Limoges a été un phare et il n'y a pas de raison qu'il ne redevienne pas. Rappelez-vous, autrefois, ces grands capitaines d'industrie
qui existait à Limoges, eh bien, now, c'est maintenant. Et en préambule, vous aviez cette chanson qui disait « Et maintenant, que vais-je faire ?» Moi, personnellement, j'ai choisi, j'ai décidé ce que j'allais faire. J'ai décidé que j'allais sortir les mains de mes poches et que j'allais entreprendre. Donc, je vous invite tous à faire comme nous. On est déjà beaucoup, mais surtout, je vous invite tous à se regrouper et à parler ensemble. Il faut que j'arrête là. Merci beaucoup Bernard Lezo. Non, justement, je voulais donner la parole à l'avenir, justement. Exactement. Parce qu'il a été sur scène, donc ton prénom et ton âge et un mot sur ton papa. Moi, je m'appelle Louis, j'ai 19 ans et On va se mettre au centre, il faut se mettre dans le bain très très vite. Et moi, j'ai toujours été bercé un peu dans cette curiosité de tout ce que mon père faisait. Et donc aujourd'hui, oui, je comprends vraiment l'engouement qu'il a pour faire bouger les choses dans son sens. Et donc voilà. T'es prêt à prendre la relève? Alors je suis prêt, pas forcément à prendre la relève, mais à être aussi dynamique au moins que mon père, pour pouvoir faire bouger les choses à ma façon ou à continuer à perpétuer sa façon à lui. Avec du digital. C'est ça, ouais. Merci beaucoup à tous les deux.